Super. Bonjour, bienvenue à tous. Merci mille fois d'être présents aujourd'hui pour ce séminaire médecin de ville dédié à la vague de Ségur qui est en cours de préparation. Donc, on a voulu spécifiquement réunir autour d'un même atelier, d'une même réflexion, d'une même table, les médecins pour qu'ils nous fassent part de leurs besoins, de leurs sentiments, de leurs ressentis, éventuellement de leurs conseils face à ces évolutions qui se profilent et sur lesquels on a déjà beaucoup travaillé. Également les éditeurs, c'est ceux qui vont être en première ligne pour faire les implémentations dans les logiciels et qui sont au final dans la traduction concrète de tout ce qui jusqu'ici était essentiellement dans notre imagination. Et puis les pouvoirs publics où on est à travers les services qu'on offre, à travers ces systèmes de régulation, finalement au cœur de ces différents dispositifs. Donc tous ensemble, l'objectif c'est que on puisse avoir ces discussions. Alors on vous est très reconnaissant d'être là et on vous est aussi très reconnaissant d'être franc, d'y aller, de dire ce que vous pensez, vos impressions. L'objectif c'est vraiment de partager et ce de la façon la plus ouverte possible. Donc pour le déroulé de la journée, que vous sachiez comment ça va se passer et comment vous allez ne pas cuire parce que vous êtes dans des salles qui sont climatisées. Donc on va faire une première plénière en début de journée, donc celle qui sera enregistrée et que certains peuvent suivre également en visio. Et ensuite, il y aura 5 ateliers au cours de la journée, donc sur les thématiques qui vous sont présentées sur les slides. Donc un focus sur le DMP et l'ordonnance numérique avec nos collègues de l'assurance maladie qui sont là ensuite pour porter et répondre aussi également à vos questions. Sur l'INS, ensuite l'après-midi, il y aura un nouveau document de la vague 2. Donc, c'est assez large, mais il y aura un focus sur le carnet de santé de l'enfant, sur la note de vaccination, sur le volet de synthèse médicale. Euh, Après la pause, les nouveaux documents donc, de la vague 2, encore avec cette fois-ci l'attestation de dépistage et la demande d'acte d'imagerie médicale. Dernier atelier, il y aura un atelier donc focus sur la messagerie sécurisée de santé. On a un atelier de joker si véritablement vous allez trop vite sur les ateliers, mais je pense que le programme est déjà assez ambitieux. Et puis on prendra le temps de conclure en fin de journée. Merci beaucoup Clémentine. Et donc pour vous servir aujourd'hui, les personnes qui seront présentes, on les verra au fur et à mesure passer. Benjamin Luciani, directeur de programme Ségur à la délégation au numérique en santé. Vincent Perrault, qui est également directeur de programme Ségur. Moi-même pour vous servir. Sous Anne, qui est directrice de projet sur les usages à la délégation au numérique en santé. Clémentine Juin, qui est responsable de mission Ségur pour les task force ambulatoires à l'Agence au numérique en santé. Anne Norin, qui est sous-directrice à la CNAM dans le train pour l'instant. Et donc, elle nous rejoindra en cours de route, mais du coup, capable de faire l'exercice sans filet. Et du coup, également, docteur Morvan de la CNAM également, que vous connaissez bien pour l'ordonnance numérique, et Laurent Fenwick de la CNAM également, que vous connaissez bien parce que c'est monsieur DMP. Et donc, l'objectif, c'est de faire que tous ensemble, on s'assure que ce qu'on a imaginé tous ces mois, toutes ces années dans cette vague 2, oui, maintenant ça se compte en années, répondent vraiment aux besoins des médecins. Que ce soit ce qui vous aidera dans le cadre du partage fluide et sécurisé des données de santé. Il y a plein de choses qui peuvent aider les médecins, mais bon, évidemment, le sujet Ségur, c'est le partage fluide et sécurisé des données de santé, donc c'est le thème central de nos travaux. Et donc, pour introduire cette journée, on va donner la parole à Benjamin Luciani, directeur de programme Ségur, qui est un peu la tête pensante de tout ce programme Ségur. Merci. Tout ça, c'est ma faute, c'est ça que tu dis. Et qui en plus avait bossé sur la médecine de ville au démarrage. Je vais être hyper court, je pense que tu as tout dit. L'objectif, c'est un peu le dernier grand moment très collectif qu'on a avant de lancer cette vague 2. Le but, c'est s'assurer que ce qu'on imagine répondre aux besoins des médecins soit gérable et compris par les éditeurs pour qu'on, notamment, on fasse une vague 2 qui soit meilleure que la vague 1, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas cet écart entre ce qu'on imaginait, ce qui a eu lieu sur le terrain. On verra tout à l'heure comment on espère qu'il n'y aura pas besoin de faire du sentinelle et tout ce genre de choses en vague 2. Peut-être juste, il n'y a pas de zapette. Bon, alors du coup, je veux bien la slide suivante, s'il vous plaît. Ah si, on a une.
Peut-être pour rappeler, donc Sandra l'a dit, le Ségur, ça a une mission à la fois assez simple et finalement un peu compliquée, c'est de faire en sorte que la donnée de santé elle circule en France, à la fois avec le patient et avec tous les professionnels qui sont autour du patient sur son parcours de soins. Donc c'est une ambition très générale. Ah oui, pardon, ça circule de façon fluide et sécurisée, hyper important. Ça veut dire des usages finalement assez simples. Ça veut dire moi je suis patient, je suis pris en charge. À chaque fois, j'ai la copie numérique de mon document de santé qui arrive dans mon espace santé. Ça veut dire moi je suis médecin, je prescris un examen, j'ai le retour de cet examen qui m'arrive par messagerie sécurisée de santé sans avoir besoin d'aller le chercher, etc. Ça veut dire, évidemment, et on va voir, c'est tout l'enjeu de cette vague 2, je suis professionnel de santé, si évidemment, avec l'accord du patient, je peux consulter l'information médicale qui est dans son espace santé, parce que ça me permet de mieux le prendre en charge. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est des usages finalement assez simples. Hein. Ce n'est pas la révolution, ce n'est pas de l'intelligence artificielle hyper poussée. Par contre, le but, c'est que ça marche dans 80, 90, 100% des cas de façon simple dans la vraie vie. C'est ça. Le Ségur, le marqueur du succès à chaque fois, c'est que ça marque à l'échelle. Ça marche, pardon, à l'échelle. Si on peut aller sur la page suivante, pareil pour se rappeler un petit peu la trajectoire et où est-ce qu'on en est. On devait sortir finalement de 15 ans de difficultés historiques du DMP avec le cercle vicieux qu'on connaissait. J'ai plein de patients qui n'ont pas de DMP. Je n'alimente pas parce que je sais que personne ne regarde. Et puis, je ne regarde pas parce qu'à la fois où je suis allé en voir un, il n'y avait rien dedans. Donc, il fallait prendre ce problème par un côté. Et donc, on a fait ce parti pris-là, qui dire d'abord, il fallait qu'on sorte de la logique. Plein de gens n'ont pas de DMP ou d'espace santé. Donc ça, c'était le prérequis absolument indispensable, c'est la création de mon espace santé, son recentrage sur le patient et la création d'opt-out. Aujourd'hui, on a la quasi-totalité de la population qui a un espace santé. Donc ça, c'était le contenant. Après, il fallait amorcer la pompe. Et donc, on assume, on a eu avec la vague 1 une approche très quantitative en disant qu'il fallait sortir de ces espaces santé sont vides. Donc, il fallait les remplir. Et remplir, ça voulait dire atteindre une forme de masse critique de documents dans mon espace santé. Ça, on l'a vu, je pense qu'on le redira tout à l'heure sur l'alimentation. On a franchi un peu ce cap-là. Ça ne veut pas dire qu'on a fini, ça ne veut pas dire que tous les documents sont dans mon espace santé. Par contre, ce qui est sûr, c'est que maintenant, vous consultez l'espace santé d'un de vos patients, on est assez serein sur le fait qu'il n'y a pas 0 document dedans. Il y a de l'information. Donc, ils sont plus vides. Ils ne sont peut-être pas encore complètement remplis à 100%, mais ils sont plus vides. Et puis, finalement, il ne nous reste que le dernier des 3 petits pas, qui est probablement le plus compliqué, qui est de faire en sorte que cette information, maintenant, on a réussi tous ensemble à faire en sorte qu'elle soit abondante. Mais si elle reste dans cet espace santé et qu'elle n'est pas utilisable par le médecin, elle ne va pas servir à grand-chose. Donc c'est ça le but de la vague 2, c'est de faire en sorte que cette information, elle soit consultable par le professionnel qui prend en charge le patient. Et encore une fois, pas n'importe comment. On sait qu'aujourd'hui, on peut déjà consulter l'espace santé du patient par l'interface web du DMP, mais on sait que ce n'est pas encore suffisamment simple. Des fois, va falloir se réidentifier, etc. Et dans le contexte d'une consultation, par exemple, on n'a pas le temps de le faire. Donc le but, c'est de faire en sorte que ça soit faisable, entre guillemets, dans la vraie vie, à l'hôpital, en ville, dans un cabinet de radiologie, etc. etc. Voilà. On va, du coup, comme en vague 1, continuer à jouer sur différents leviers en même temps. Le premier que vous connaissez, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, c'est le logiciel. Si on veut que ça marche, il faut que vous ayez un logiciel qui sache faire ce dont on a besoin. Donc pour ça, on va, comme en vague 1, remettre en place un dispositif d'achat pour compte où l'État va venir financer pour le compte de tous les médecins, tous les établissements de santé, tous les laboratoires de bio, une nouvelle mise à jour de leur logiciel. Évidemment, avec tout un tas de conditions. La première, c'est que les logiciels ils soient conformes et qu'ils aient montré à l'Agence numérique en santé, au CNDA, à l'assurance maladie, qu'ils sont conformes à tout ce qu'on veut, entre guillemets. Et puis, vous verrez, on en parlera tout à l'heure, on apprend aussi de la vague 1, il y aura un certain nombre d'exigences supplémentaires pour que le déploiement de tous ces logiciels il se passe, encore une fois, de la meilleure façon possible. Donc ça, c'est le volet logiciel. On sait que le logiciel, ça ne suffit pas. C'est-à-dire, si vous avez juste un logiciel, mais que vous n'adaptez pas vos pratiques à ce que vous permet, notamment la consultation de mon espace santé, ça ne va pas marcher. Donc, on va continuer là aussi avec des dispositifs d'incitation financière aux usages numériques. Ça sera vrai en ville, vous l'avez vu dans la nouvelle convention médicale, je pense qu'on en dira un mot tout à l'heure. Ça sera aussi vrai à l'hôpital. On va continuer, comme on l'a fait avec le programme SONES,
à venir inciter à ces usages numériques au-delà de l'incitation. C'est ce qui va aussi permettre de financer les transformations qui a mené, par exemple, dans un laboratoire de biologie où il y a peut-être des circuits d'accueil à revoir pour mieux qualifier l'INS, etc. Et puis je passe sur la partie réglementaire qui va évoluer en cohérence au fur et à mesure qu'on déploie tous ces prérequis. Et puis on va garder un peu les marqueurs qu'on a en essayant peut-être de le faire encore mieux. La co-construction, c'est un peu galvaudé comme notion, mais on y tient beaucoup et je pense qu'aujourd'hui, c'est un bon exemple. Donc, Sandra l'a dit, n'hésitez pas à être, je vous fais confiance là-dessus, être franc et direct. Si on a écrit un truc qui ne marche pas, il faut le dire. Pareil aussi côté éditeur, si on a dit un truc qui est infaisable, il faudra le dire aussi. On continuera aussi à être le plus transparent possible. On fait 3 fois par an les comités de suivi, on publie les résultats. Quand ils sont bons, on est content. Quand ils sont moins bons, on le dit aussi. Et puis, alors, même si on espère qu'il n'y aura pas besoin de faire autant de SAV qu'en vague 1, on va continuer cette approche qui est finalement pas toujours une habitude des pouvoirs publics, et on essaie de changer ça, de faire vraiment ce service après-vente. C'est-à-dire, le but, c'est pas juste de publier un dispositif et puis d'espérer que ça va bien se passer, c'est d'aller vérifier sur le terrain que, in fine, on veut permettre la consultation au quotidien par les médecins. Finalement, est-ce que dans 1 an, est-ce que dans 2 ans, ces usages, ils sont là? Que nous diront les médecins à ce moment-là? Est-ce qu'ils nous diront merci, c'est super, ou ils nous diront que ça ne va pas du tout et qu'il faut tout changer? On fera en sorte d'être aussi à l'écoute de tout ça. Je crois que c'est tout. Ou non, je crois que j'ai encore une planche, pardon. Ouais. J'ai un peu déjà tout galvaudé. La vague 2, donc sur la partie logicielle, des buts de guerre, entre guillemets, assez simples. Le premier, le fil conducteur, c'est maintenant, il y a de l'information. Vous avez un patient, il a très probablement un espace santé ouvert et il a, de façon certaine, s'il est ouvert, de l'information médicale dedans. Donc, comment vous utilisez cette information médicale? Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire, je dois pouvoir y accéder sans avoir besoin de changer 3 fois de logiciel, me réidentifier. Il faut que mon logiciel m'aide à voir en un coup d'œil s'il y a de l'information utile ou pas. Les types de documents, est-ce qu'il y a des documents nouveaux depuis la dernière fois? Donc ça, c'est vraiment un des cœurs de la vague 2. Deuxième objectif, de plus en plus, vous recevez des éléments par messagerie sécurisée de santé. On sait qu'on doit faire mieux pour vous aider à gérer ça. Comment vous intégrez tous ces flux qui vous arrivent dans le dossier patient, dans votre dossier patient local. Un troisième point alors, qui concerne moins l'utilisateur directement, mais qui est évidemment clé dans le contexte que vous connaissez. On va profiter de la vague 2 pour venir aussi pour la première fois avoir des exigences de sécurité informatique pour les éditeurs de logiciels. Et puis, on se sert aussi de cette vague 2. J'ai dit plusieurs fois le mot service après-vente, mais c'est un peu ça. On a un certain nombre de retours qu'on a eu, alors qui ont déjà été intégrés dans certains logiciels. On va profiter de la vague 2 pour faire en sorte que l'ensemble des logiciels du marché soit à jour là-dessus. Je pense à quelques facilités pour mieux qualifier la qualification de l'INS. Et puis, c'est ce que vous voyez en bas. On va le faire, encore une fois, on garde cette logique un peu systémique du Ségur. On ne va pas le faire que pour les médecins ou que pour l'hôpital. On va le faire pour tout le monde dans une séquence de 2 ou 3 ans cohérente. Donc, ça veut dire des secteurs dont les logiciels de médecins de ville qu'on avait déjà traités entre guillemets en vague 1, pour lesquels ça sera un deuxième incrément. Et puis, vous voyez là des petites bulles nouvelles. Alors, des nouvelles en termes de nouveaux métiers. Alors, non pas que les métiers soient nouveaux, mais en tout cas, nouveau en termes de dispositifs Ségur. Donc, on étend à d'autres professions de la ville. On sait que c'est évidemment hyper important pour la coordination des soins, les sages-femmes, les paramédicaux, les chirurgiens dentistes. Et puis, on ouvre aussi alors sur un métier, entre guillemets, de l'imagerie qu'on traitait déjà en vague 1. Là, on étend le champ des logiciels considérés. En gros, en vague 1, on s'occupait beaucoup du compte-rendu. On va continuer à s'occuper du compte-rendu en vague 2, mais on va aussi aller jusqu'au partage des images médicales. Ça, c'est le projet DREAM. Il y a eu d'ailleurs pour ceux qui connaissent le JT de la radiologie, vous avez un super replay sur LinkedIn là, de toute l'émission qui a eu lieu hier sur le sujet. Voilà, et puis on en parlera aussi tout à l'heure, je pense. On va aussi en profiter pour élargir un peu le spectre de ce qu'on appelle les documents Ségur. En vague 1, on s'est concentré sur vraiment les documents les plus courants, parce qu'encore une fois, on avait besoin de créer cet effet de masse. Là, en vague 2, et on aura aussi besoin de votre avis là-dessus, d'aller un cran plus loin et un peu plus qualitatif en se disant, au-delà de quels sont les documents les plus courants, quels sont les documents où il y a le plus de valeur dans le partage entre professionnels autour d'un parcours de soins. Donc, on a un certain nombre de documents candidats sur cette vague 2. On sera très preneur de votre retour. J'ai déjà été trop long, c'est ça? OK. Et donc, je passe la parole à Souk, c'est ça? Qui fait doublure de Anne. Tout à fait. On partage un prénom, donc
Ça marche. Du coup, l'idée, c'est de vous parler un peu de mon espace santé. Et ensuite, Clémentine vous parlera plus précisément de ce qu'on met dans mon espace santé. Et donc là, c'est vraiment la brique produit. Donc, si vous passez peut-être à la dia suivante, super. Donc là, j'allais dire, il n'y a rien de nouveau, mais en fait, si, il y a des choses nouvelles. En tout cas, il n'y a rien de plus. Enfin, on reste vraiment sur ce qu'on avait annoncé dès le départ, c'est-à-dire 4 grandes fonctionnalités. Celle qui est l'historique DMP qui a été récupéré et intégré, donc la partie dossier médical avec les documents et le reste du profil médical, donc un certain nombre d'informations sur la vaccination, les traitements, les antécédents. Ensuite, la messagerie de santé, qui est le miroir de la MSS de votre côté, et qui est donc la messagerie citoyenne aussi, et qui permet à chaque citoyen d'avoir une adresse de messagerie sécurisée. Et vous pouvez donc leur écrire et ils peuvent répondre si jamais vous les avez autorisés à répondre. Et puis, le catalogue de services qui permet de référencer. Donc, aujourd'hui, on a une trentaine d'applications, soit plutôt applications de santé privée, soit on a également des portails patients. Je pense à celui de la PHP, par exemple. Et donc, l'idée pour l'instant, c'est de les référencer sur un certain nombre de critères, un grand nombre de critères, pour garantir qu'ils sont sécurisés, qu'ils sont éthiques, qu'ils respectent l'ensemble de la charte de mon espace santé. Et puis, dans un second temps, et c'est peut-être là qu'il y aura la plus grande valeur ajoutée, il est prévu de pouvoir faire des échanges de données entre ces applications et mon espace santé. Et donc, ils pourront, eux, récupérer de la donnée de mon espace santé et en envoyer de leur côté. Donc ça, on est en train de travailler avec eux. L'échange de données est prévu a priori d'ici fin 2024 sur les premières applications. Et puis, c'est la nouveauté, alors c'était annoncé depuis un certain temps, mais ça y est, ça existe. C'est ce qu'on appelle l'agenda de santé, qui est pas tant un agenda de rendez-vous, même si évidemment c'est possible, mais qui a vraiment avant tout une vocation de prévention. L'idée, c'est de pouvoir faire voir à l'usager, aux citoyens, l'ensemble des événements attendus de prévention. Donc, on y retrouve tous les vaccins recommandés et obligatoires, tout ce qui concerne la santé bucco-dentaire, un certain nombre évidemment l'ensemble des rendez-vous pour la santé de l'enfant. Et donc voilà, donc l'idée c'est vraiment d'avoir un peu ce fil d'Ariane qui permette à la fois de voir ce qui a déjà eu lieu et ce qu'il reste à faire. Et donc c'est très drôle, moi par exemple j'ai des rendez-vous jusqu'à 2109, donc on prévoit loin. Mais donc voilà, donc l'agenda est sorti et il commence d'ores et déjà à être bien pris en main par les usagers. Et si on passe à la dia suivante, donc voilà, donc ça fait une bonne liaison. La bonne nouvelle, c'est qu'on on est dans une période d'explosion un peu des activations. Jusqu'à il y a encore quelques mois, 4-5 mois, on était content quand on était à 350 000 nouvelles activations par mois. C'était déjà quelque chose de positif. Et puis ces derniers mois, chaque mois, on brise les records. Donc là, on est plutôt aux alentours de 500. On était même sur le mois de mai où, historiquement, on savait qu'il y avait un effet de saisonnalité avec les ponts qui faisaient qu'on allait baisser sur les activations. Et vous voyez, le mauvais mois de mai, c'était 513 000 activations. Donc, on aime bien faire des comparaisons avec les villes et on commence à avoir un peu du mal parce qu'il n'y a plus beaucoup de villes. Donc, maintenant, on passe aux métropoles. Mais en tout cas, l'objectif là pour juin, c'est Marseille avec 800 000. Donc voilà, donc en tout cas, ce que ça veut dire au-delà du plaisir de voir cette courbe, c'est que les usagers, les Français connaissent de plus en plus mon espace santé. On a un très bon taux de rétention puisqu'il y a environ 1 sur 2 qui reviennent le mois suivant. Donc c'est en plus pas juste une première connexion puis après ils oublient. Il y a vraiment, on voit qu'ils le réutilisent. Et donc on commence à atteindre environ un quart de la population sur la tranche 25-69 ans qui a activé.
Donc ça veut évidemment pas dire que c'est fini, il en reste 75, mais en tout cas, on commence à atteindre cet effet un peu boule de neige qui, a priori, permet d'avoir le bouche à oreille qui va se créer. On a de plus en plus, alors je ne sais pas ce que vous expérimentez vous, mais on a de plus en plus de témoignages de médecins et de professionnels qui nous disent que les patients arrivent en connaissant mon espace santé. Donc voilà, le but évidemment, c'est de ne pas s'arrêter là. Il y a des campagnes qui sont prévues là en juin et en septembre à nouveau au grand public. Donc on va continuer à essayer de maintenir cette courbe et cette dynamique. Et donc voilà, et donc comme sur les chiffres, et puis peut-être juste pour commenter, à côté de ça, le nombre de profils fermés reste très stable. On a séparé là en gris, ce sont les profils qui sont fermés suite au décès. Donc, j'allais dire une fermeture organique. Et puis, en rouge, les profils où il y a eu une opposition de la part des usagers. Et donc, vous voyez, on reste à vraiment 1,4. On n'a pas du tout progressé. Donc, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'à priori, même s'il y a de plus en plus de connaissances du dispositif, il n'y a pas forcément plus d'opposition. Et donc, si on passe au suivant. Donc ça, c'est plus pour vous faire un peu un point d'actualité, même si j'ai déjà parlé de l'agenda, mais en tout cas, vous dire que en plus de cette brique dont j'ai parlé, qui permet donc également d'ajouter des rendez-vous et des rappels, il y a une étape assez importante qui a été atteinte le 24 mai, en pleine semaine de Santé Expo, c'est qu'on a eu la possibilité, enfin il y a un arrêté qui est sorti, enfin un décret, qui permet de faire de la prévention personnalisée depuis mon espace santé. Et donc, évidemment, de manière très encadrée, c'est pas n'importe qui ne peut pas en faire, mais en tout cas, l'assurance maladie peut maintenant utiliser les données de manière. Alors, il n'y a aucune visibilité de la part des agents de l'assurance maladie. Ce sont des algorithmes qui vont aller traiter les données pour pouvoir pousser des messages plus personnalisés. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir également proposer des auto-questionnaires, puisqu'on sait que ça fonctionne très bien. Sur mon bilan prévention, on a eu une réponse inattendue, puisqu'il n'y avait eu aucune communication. Et en fait, les usagers se sont tous beaucoup emparés des auto-questionnaires et ont beaucoup rempli. Les auto-questionnaires sont du tout qu'on pousse ou communique sur la fonctionnalité. Et donc, en tout cas, c'est assez positif puisqu'on se dit qu'on pourra aller proposer des questionnaires un peu plus précis pour récupérer des données qui ensuite permettront de faire de la prévention personnalisée. Et donc, il y a quand même des mécanismes assez forts de traçabilité, évidemment. Le respect du secret des correspondances est conservé. Donc, aucune donnée présente dans la messagerie citoyenne ne sera utilisée. Et puis, évidemment, les titulaires pourront à tout moment décider d'arrêter et de choisir de ne pas de ne pas bénéficier de cette prévention. Donc voilà, donc ça, c'est possible. On est en train du coup de se mettre en ordre de marche pour lancer les premières campagnes. Et ça devrait être du coup d'ici début 2025. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Et sinon, je crois que je passe la parole à Clémentine. Merci Swan. Le Ségur, donc vraiment, c'est une avancée par les petits pas. Le premier pas, donc c'était l'équipement de la grande majorité des Français de mon espace santé. Et le deuxième petit pas, c'était l'alimentation. Donc avec l'atteinte d'une masse critique donc, de documents alimentés dans mon espace santé. Donc aujourd'hui, où en sommes-nous? Donc depuis le début du Ségur, où on était sur un rythme annuel de 6 millions de documents alimentés par an, sachant que de manière annuelle, 500 millions de documents de santé sont remis chaque année aux patients. Donc l'ambition de la vague 2 du Ségur, c'était d'atteindre une masse critique d'un document sur deux versé dans mon espace santé, seuil qui a été atteint donc, courant janvier 2024 et qui depuis donc, a été maintenu. Vous pouvez constater sur les derniers mois, donc sur le mois d'avril et sur le mois de mai, un léger fléchissement. J'ose espérer que c'est prendre du recul pour mieux sauter. Et ça dépend voilà, aussi de chacun de vous. Et on compte sur vous et on y croit. Donc, on veut continuer et maintenir l'effort sur la durée. Et la vague 2 ira également en ce sens.
Petit focus ensuite par couloir, donc pour suivre un petit peu le détail de cette évolution depuis janvier 2023. Donc on va se focaliser plus précisément sur la médecine de ville. On n'est pas véritablement sur une baisse, on est plus sur un plateau depuis le mois de février. On ose espérer que ce sont les vacances, les jours fériés qui ont pu expliquer ce petit plateau et que le mois de juin sera à nouveau à la hausse. Mais donc en tout cas, on est sur une tendance tout à fait positive depuis janvier. On a voulu creuser un petit peu les données pour vous mettre en lumière quels sont les documents donc, qui sont alimentés dans mon espace santé par les médecins et avoir un petit peu une hiérarchie de ces différents documents. Donc, on va vous présenter 2 tableaux. Le premier, c'est la médecine de ville. Pardon, c'est le médecin généraliste et on aura un autre tableau avec les médecins spécialistes. Vous comprendrez la pertinence de faire cette distinction. Donc, en entreprise, on est donc sur plus de la moitié donc, des documents qui sont des prescriptions de médicaments. Ensuite, en synthèse, donc on est sur le volet de synthèse médicale, donc qui arrive avec plus de 10%. Les prescriptions d'actes de biologie, compte rendu ou fiche de consultation ou de visite, 5%. On reparlera de ce document dans le tableau suivant et également dans la vague 2. Donc voilà, c'était pour vous donner un petit peu une visu d'ensemble sur ce chiffre brut et rentrer un peu dans les détails. On va passer maintenant à ce classement pour les spécialistes. Pardon, c'est à peu près la même chose, donc je ne vois pas à premier coup d'œil la différence, mais quand on regarde plus attentivement, il y en a bien une. On retrouve à peu près ce même numéro 1 qui est la prescription de médicaments, un petit peu en deçà. Et là, en numéro 2, vous voyez le compte-rendu ou fiche de consultation ou de visite. Le volet de synthèse médicale qui a été donc introduit avec la vague 1 du Ségur, c'était vraiment l'idée de proposer ce document aux médecins généralistes. Pour les médecins spécialistes, le document qui a une véritable pertinence, c'est ce document, donc compte rendu ou fiche de consultation et de visite. Et donc là, ce document rentre bien donc, dans les nouveaux documents de la vague 2, et ça fera l'objet donc des ateliers de cet après-midi. Le troisième petit pas, c'est la consultation. Et donc ça sera vraiment l'enjeu de la vague 2. Mais déjà, faire un petit état des lieux de où nous en sommes aujourd'hui. Est-ce que cette consultation existe, par qui et sur quel type de document? Donc déjà, aussi bien côté professionnel de santé que patient, il y a une consultation. En termes de nombre de DMP, la donnée est à peu près similaire. Donc 8 millions de documents qui sont consultés par les professionnels de santé et 8 millions également de patients, enfin de Français, qui ont consulté leur DMP. La nuance qui est en x10, c'est le nombre de documents consultés. Donc, les professionnels de santé, sans surprise, vont cibler des documents spécifiques et les patients, du fait aussi de la relative nouveauté de mon espace santé, ont une approche plus complète parce que ça les concerne et leur état de santé de manière générale, avec donc là 21 millions de documents qui ont été consultés donc sur une année complète. Donc ça, c'était voilà, une vision avec les chiffres. Plus parlant également, donc avec en vision graphique, vous avez en rose donc les données patients et en bleu donc les données professionnelles de santé. MS Santé, à la fois en termes d'équipement, donc qui dispose d'une boîte aux lettres MS Santé et ce taux d'équipement, et également du nombre de messages qui transitent via ces boîtes aux lettres. Donc, vous avez en rouge sur le premier graphe donc, les boîtes aux lettres donc, libérales, où on voit donc une augmentation constante depuis la première donnée, c'est décembre 2016, donc ça remonte déjà il y a quelques années, et puis les autres boîtes aux lettres, donc des non-libéraux, donc à savoir donc les établissements de santé, les boîtes aux lettres organisationnelles d'établissements ou de structures de santé, et les boîtes applicatives. Ça, c'est l'équipement. Ensuite, c'est l'usage qui nous intéresse. Et là, ce qui est très positif, c'est de constater l'évolution assez exponentielle de l'évolution du nombre de messages envoyés. Et donc, pour ce qui concerne les professionnels libéraux, c'est la donnée en rouge. Donc, je suis désolée, elle n'est
pas forcément très visible. L'évolution est grosso modo similaire à la tendance générale, donc un nombre de messages qui ne fait qu'accroître de mois en mois. Là, on est sur les messages qui sont envoyés. Voilà. Ensuite, donc on va se focaliser maintenant sur l'équipement à proprement parler des médecins. Voir aujourd'hui combien de médecins disposent d'une boîte aux lettres MS Santé. On est sur plus de 80% donc, des médecins qui en disposent d'au moins une boîte aux lettres. Et aujourd'hui, ce qu'on voulait mettre en lumière, c'est que cette boîte aux lettres, elle est énormément utilisée à la réception. On est quasiment sur 80% des documents reçus par MSS qui sont reçus par un professionnel en ville. Donc clairement, aujourd'hui, vous, en tant que professionnels libéraux, vous êtes destinataire d'une immense majorité donc, des documents. Je pense qu'on aura le sujet à étayer courant de l'atelier sur MS Santé. Mais en tout cas, c'est un usage aujourd'hui qui est clairement intégré, notamment par tout ce qui est la réception des comptes rendus de biologie. Et donc là, c'était le dernier pavé où on voulait vous montrer que, en termes d'équipement, les laboratoires de biologie médicale sont équipés depuis quand même quelques années. Le graphe remonte à janvier 2020. Donc, il y a un équipement qui est quand même relativement important de cet écosystème. Et ce qui est flagrant par ce graphe, c'est de voir à quel point, donc depuis juin 2022, le nombre de messages a complètement explosé. Donc, sans surprise, les principaux destinataires de ces messages émis sont donc les professionnels libéraux à hauteur de 70%. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Écoute, pardon. Monsieur, oui. Non, je voulais juste faire une remarque. J'ai des cheveux blancs, donc ma patiente, elle a souvent au-delà de 69 ans. Et c'est une notion que j'avais déjà donnée. Est-ce que ça a évolué, ça? Ça veut dire que les patients qui n'activent pas leur espace santé, l'historique de remboursement n'alimente pas leur espace santé. C'est toujours vrai ou il y a des travaux là-dessus? Oui, absolument. Du coup, actuellement, il y a les patients qui activent mon espace santé. Donc, on atteint les 13 millions de patients qui ont activé. Et on a dépassé, c'est super, on a dépassé, c'est tout chaud, les 13 millions de Français qui l'ont activé. On n'a pas mis la courbe des âges d'activation. On a près de 25% chez les 25-45. Et par contre, on sait qu'après, ça redescend un petit peu. Donc, les patients les plus âgés sont quand même présents sur mon espace santé, mais de façon un peu moins représentée. Et de fait, à date, uniquement les patients qui ont activé disposent dans mon espace santé de l'historique de remboursement. C'est une vérité, mais c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. C'est une mesure de protection qui avait été prise de base, mais les travaux se poursuivent et parce que, de fait, c'est pas dans le top des éléments consultés par les médecins, mais quand même, ça fait partie c'est pas le top 3, mais c'est juste derrière, donc c'est quand même quelque chose d'utile. Parce que je doute que ça va augmenter en fait. Ça veut dire que, enfin, moi j'étais au tout début du DMP, les personnes de plus de 70 ans, quand on leur demandait, ça existait déjà à l'époque, hein, l'accès, ils disaient non, ou alors c'est mes enfants qui vont s'en occuper, on leur disait c'est pas la peine. Donc je doute que ça augmente et c'est un mauvais indicateur, je dirais. On se retrouve en fait sur du DMP de l'époque, qui était déjà un outil très intéressant. Hein. Ouais. Alors là-dessus, alors déjà, les patients de 70 ans, ils sont maintenant nés 20 ans après ceux de 70 ans au moment du DMP. Donc il y a aussi mes parents ont 70 ans, ils ont tous les deux des iPhone 13. Mais je suis d'accord que ça dépend de. Évidemment, il y a une grande diversité de profils. Non, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on mise pas mal sur la partie aidant, sur le fait, on est en train de travailler sur un dispositif d'aidant qui était embarqué initialement dans le projet de loi fin de vie. Donc, on verra ce qu'il en advient. En tout cas, ça avait été voté, c'était l'article 4, et donc c'était passé une première fois et ça avait été voté en Assemblée nationale. Et l'idée, c'est de se dire que ça sera effectivement, vous l'avez dit, hein, peut-être pas le patient lui-même qui activera, mais en tout cas qu'on permettra de rattacher le compte d'une personne, d'un aidé, à celui d'un aidant, de la même manière qu'aujourd'hui, les enfants sont rattachés aux parents, avec un contrat d'un an qui sera évidemment reconductible si
accepté. Et donc voilà, et donc l'idée, ça sera vraiment de se dire effectivement qu'il y aura sûrement cette possibilité de passer, entre guillemets, par les enfants, petits-enfants ou proches dans la famille. Je ne veux pas accaparer, mais ça reste un frein parce qu'aux urgences, les patients de 70 ans, 80 ans qui se présentent, il faudra avoir accès à leur historique des remboursements, quand bien même ils n'aient pas un aidant. Et la deuxième remarque que je voulais faire, ensuite je passe le micro, c'était en alimentation vague 1, les paramédicaux, c'est très important qu'ils puissent alimenter, notamment pour les notes de vaccination. On en est persuadé à suivre avec le Ségur des paramèdes. Docteur Dupont d'abord. Oui, quand on regarde les résultats, voilà, ce qu'on voit, c'est quand même que l'alimentation, le gros de l'alimentation donc du dossier de l'espace santé vient quand même de ce qui est des alimentations automatiques. Bon, ce qui relève du volontaire, notamment le VSM, bon, on voit que les taux sont plus faibles. Est-ce que dans vos données, vous arrivez à analyser, je dirais, l'adhésion des professionnels de santé, notamment des médecins généralistes? Est-ce que vous arrivez à, je dirais, un peu caractériser, quantifier le nombre d'utilisateurs, les médecins qui adhèrent, ceux qui n'adhèrent pas? Est-ce que vous avez des données sur les raisons ou les efforts apportés sur pourquoi et comment? Parce qu'en fait, c'est quand même, quand on envisage la vague 2, et comprendre les résistances à la vague 1 me semble intéressant. Absolument. Bah, du coup, c'est tout l'objet de Sentinelle qui va faire l'objet de diapositives dans un instant. Alors après, je me suis fait taper sur les doigts en me faisant dire que c'était pas un séminaire Sentinelle cette fois-ci. C'était un séminaire vague 2. Donc, on vous en dira quand même un mot parce que les freins aux usages, c'est évidemment quelque chose qui nous a passionnés ces derniers mois et sur lequel on a déjà beaucoup partagé. Et donc, oui, on a des données de satisfaction des professionnels, les questionnaires qu'on a fait passer où il y a quelques milliers de professionnels qui nous ont dit le fond de leur pensée. Donc, on sait tout ça. Tous les mois, la bonne nouvelle, c'est qu'on gagne des médecins qui alimentent. Actuellement, il y a 45 000 médecins qui alimentent ce mois-ci et c'est 1000 de plus, en gros, tous les mois. Donc, on voit que là aussi, on est sur une dynamique ascendante. Mais on n'a aucun doute sur le fait qu'on ait des freins. Donc, on continue à y travailler. Docteur Charbonnel. Médecin généraliste, si vous voulez mon avis, je vous le donne quand vous voulez. J'ai plusieurs questions. Je compte sur vous pour ça. Est-ce que vous avez prévu un traitement des messages non lus? Je m'explique, quand on reçoit un compte rendu, enfin, la PHP a automatisé beaucoup la transmission de ces documents, donc les comptes rendus d'hospitalisation sont envoyés quasi systématiquement, y compris sur des boîtes qui ont été créées et qui ne sont jamais lues. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose qui a été identifié, traité ou pas? Quand même, moi j'ai un vrai doute sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, qui est la proposition d'échange de données entre les applications du catalogue de services. Quand on voit Pfizer dans les applications des catalogues de services, en tant que professionnel de santé, je suis extrêmement inquiet et je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un comité de déontologie de la vague 2 du Ségur qui va être mis en place par rapport à ça? Et troisièmement, moi qui aimais beaucoup, alors franchement, émettre mes prescriptions, j'ai aucun souci, j'ai qu'à appuyer un bouton. Je voudrais savoir si quelqu'un les lit. Puis il y a vraiment toujours la confusion entre la e-prescription et les envois. Là, enfin, il y a vraiment une communication à refaire autour de ça. Personne n'y retrouve ses petits par rapport à ça. Et vous dites que vous faites des outils de prévention pour balancer des messages. Est-ce qu'on pourrait savoir quel est le collège médecin qui s'occupe de cette... Enfin, il y a un truc qui s'appelle le Collège de la médecine générale, qui est le Conseil national professionnel de la médecine générale. Est-ce qu'ils sont associés aux travaux de la construction des messages? Parce que là, ça va être des messages médicaux que vous allez transmettre. Du coup, docteur Charbonnel, merci beaucoup. Vous avez déjà fait la revue de la journée. Donc, il y a 4 messages dont je me rappelle. Je vais répondre sur la partie MSS. On en parle dans un instant dans Sentinelle. Oui, il y a des travaux en cours pour dépublier les adresses inutilisées et des campagnes pour accompagner les médecins, notamment par les délégués de l'assurance maladie, pour qu'ils prennent connaissance des adresses qui sont publiées. Et donc, on parlera MSS aussi cet après-midi. Il y avait une question sur l'ordonnance numérique. Ça fera l'objet d'un atelier avec le docteur Morvan. Et
Oui, donc le catalogue qui est différent un peu de la vague 2, qui existait déjà dès la vague 1 et qui continue. Évidemment, quand je parlais de ce comité de référencement, enfin de ce processus de référencement, où il y a 150 critères à remplir, dont beaucoup qui sont d'éthique et de déontologie. Et donc, il y a effectivement un comité. Alors, je ne pourrais pas citer exactement toutes les personnes présentes, mais qui font effectivement très attention, avec une capacité a posteriori aussi il y a la plateforme d'éthique qui permet de signaler si jamais il y a un problème. Et par ailleurs, ce référencement n'est pas acquis pour toujours, puisqu'il est, il est renouvelé régulièrement. Et donc, on a d'ailleurs des alertes, on a parfois des points où on demande de progresser entre deux référencements. Et puis, il y a le comité citoyen, effectivement, sur lesquels on en profite pour faire des concertations citoyennes. On est en train d'organiser là le suivant et d'en organiser d'ailleurs donc un comité citoyen. Et puis, on a un projet dédié sur la prévention personnalisée qui est lié à un projet européen et donc sur lequel on va interroger, on va faire une concertation citoyenne pour notamment en prenant l'angle de la santé environnementale et des données environnementales, mais qui aura vocation à faire une feuille de route sur la prévention dans mon espace santé. Et puis, je voulais quand même dire encore une chose. Oui, et sur la prévention personnalisée, effectivement. Non, juste sur les catalogues. Par ailleurs, le citoyen, enfin l'usager, peut à tout moment, évidemment, choisir de fermer des flux. On n'ouvre pas du partage de données sans avertir, sans demander l'accord de l'usager. Donc, pour le coup, ce n'est pas un mécanisme d'opt-out, c'est de l'opt-in, c'est qu'il faut qu'il accepte de partager. Et donc, jamais on se permettra ni de venir alimenter depuis sa montre connectée mon espace santé sans son accord, ou à l'inverse, d'aller mettre un document sans qu'il accepte dans n'importe quelle autre application. Donc ça, c'est quelque chose, ce sont des flux qui sont très fermés, en tout cas qui sont par défaut fermés, qui sont sur accès, sur accord de l'usager. Et puis sur la prévention personnalisée, je disais qu'effectivement, on était très content de ce décret, mais j'ai tout de suite dit que ça ne serait pas avant 2025 les premières campagnes. Et la raison, c'est effectivement qu'il faut qu'on monte cette comitologie de gouvernance. Là-dessus, on travaille avec l'assurance maladie, évidemment. Il y aura évidemment une représentativité médicale et on ne se permettrait pas de faire la moindre campagne sans. D'ailleurs, ça sera sur avis médical. Donc voilà, nous, on a surtout travaillé pour permettre ouvrir la possibilité réglementaire et puis maintenant mettre en place un peu la partie produit. Mais le contenu et les calendriers de ces campagnes seront décidés par un comité avec évidemment des médecins. Voilà, je pense qu'on a, on a répondu à l'ensemble des questions. Quelles questions? Bravo, bonne mémoire. Docteur Pierre de Brémond-Dars, je suis médecin généraliste aussi. Moi, j'avais une question par rapport aux patients, notamment ceux qui sont moins connectés ou qui sont allophones, qui ne parlent pas français. Est-ce qu'il y a une possibilité de traduire tout ce qu'il y a dans son espace santé facilement pour eux? Est-ce qu'il est aussi prévu des systèmes autres que le numérique? Parce que si jamais on a quelqu'un qui n'utilise pas son téléphone, il va du coup pas être touché par la prévention. Or, c'est les populations qui en ont le plus besoin de cette prévention. C'est les populations qui sont un peu en dehors des clous. Est-ce qu'il y a par exemple des partenariats avec la CAF qui sont prévus? Est-ce qu'il y a l'intégration des conseils des 1000 jours ou un lien avec l'application des 1000 jours? Est-ce qu'il y a des accès pour les travailleurs sociaux avec des matrices d'habilitation qui sont prévues? Voilà. Alors, certaines, parfois c'est oui, parfois c'est non, parfois je ne sais pas, pour être totalement transparente. Oui, l'inclusion numérique, en tout cas, on a tout à fait conscience que c'est un des gros défis, surtout, enfin, depuis le début, mais en plus, maintenant qu'on atteint les fameux 25%, on sent que, voilà, je pense qu'il va y avoir un peu cet effet boule de neige pour une partie de la population, mais donc, charge à nous d'aller chercher, ou en tout cas d'aller vers ceux qui sont peut-être plus éloignés du numérique et ou de la langue française. D'ailleurs, ça me fait penser à la réflexion qu'on avait autour des directives anticipées, ou dans l'article de loi qui avait été voté, encore une fois, il y avait cette possibilité de faire des directions anticipées sous forme audiovisuelle pour justement sortir du purement de l'écrit
Et donc voilà. On a beaucoup de dispositifs autour de l'inclusion numérique. On a les ambassadeurs que vous connaissez peut-être, Mon Espace Santé, où ils sont aujourd'hui 3000, un peu moins de 3000 bénévoles, coordonnés par 18 coordinateurs régionaux, et donc qui sont justement là pour aller aider à activer, aider à expliquer tous les dispositifs Mon Espace Santé. On fait des partenariats également, alors avec beaucoup par exemple de tiers-lieux numériques. On essaye de travailler avec un certain nombre d'associations. Je pense qu'on n'a pas du tout atteint toute la fin des idées. Donc là-dessus, on continue à travailler. J'ai 2 de mes collègues qui sont vraiment particulièrement sur ces sujets. Donc voilà. Donc en tout cas, l'idée, c'est de continuer à faire en sorte que ça soit le plus accessible possible. Ouais, comme l'a dit un médecin il y a quelques jours sur scène, Mon Espace Santé, c'est un bébé. Donc il grandit. Tu disais, il balbutie, c'est ça? Non, il a 2 ans. Du coup, les maîtres du temps me font signe qu'on est clairement très en retard. Donc, on va enchaîner et ça a laissé le temps à Mme Laurin d'arriver. C'est top. Alors, donc, on arrive au bout de cette vague de 1. Et si on vous a montré ces chiffres d'alimentation, c'est pas un hasard. C'est parce que on a eu une mobilisation extrêmement forte des éditeurs de tous les couloirs à travers cette vague 1. Donc, un engagement massif de l'écosystème qu'on veut saluer, parce que du coup, c'est pas parce qu'on avait écrit un référentiel que les éditeurs allaient automatiquement venir. Non, il fallait qu'ils adhèrent, il fallait qu'ils s'engagent dans cette démarche pour faire les mises à jour logicielles, pour derrière pouvoir les offrir aux professionnels et aux établissements. Et donc, ce qu'on voit à l'issue de cette vague 1, c'est que ça a été massif. On a près de 300 solutions qui ont été mises à jour. À l'hôpital, c'est 80% de l'activité hospitalière qui a pris les 3 dispositifs dédiés à l'hôpital. 9 établissements sur 10 ont moins des dispositifs puisqu'il y en avait 3 à l'hôpital. En médecine libérale, c'est plus de 50 000 médecins qui avaient signé un bon de commande et 2 MSP sur 3, un centre de santé sur 2. Pour la biologie, c'est 2 labos de ville sur 3. L'imagerie, c'est 7 laboratoires d'imagerie sur 10 et c'est 94% des officines. Et il y a également un volet médico-social. Donc, on voit un engagement massif des éditeurs, mais ce qu'on voit également, c'est que derrière, au-delà des bons de commande, en fait, il y a beaucoup plus de solutions qui sont venues se faire référencer, ce qui fait qu'à date, en médecine de ville, on a 43 solutions qui sont référencées. Et donc, c'est tous les travaux qu'on a fait toutes ces années. Donc, Mon Espace Santé a 2 ans, mais un Ségur, c'est à peu près 2 ans aussi, une vague Ségur. Donc, il y a déjà eu en 2021 le lancement de la vague Ségur, la publication des arrêtés qui décrivent ce qu'il doit y avoir dans cette vague Ségur. Et c'est pour ça qu'on vous a réunis aujourd'hui, parce qu'actuellement, on est en train de réfléchir à ce qu'il va y avoir dans les prochains arrêtés de cette vague 2. Après, il y a le temps de développement pour les éditeurs qui disent, OK, est-ce que c'est faisable ou pas pour moi? Comment je vais faire pour faire tous ces développements? Ils viennent se faire référencer. Et une fois qu'ils sont référencés, ça veut dire qu'ils ont fait les développements qui étaient attendus et ils peuvent donc mettre à disposition des professionnels les fonctionnalités qui étaient prévues. Donc ça, c'est ce qui s'est passé en vague 1. Et c'est donc les mêmes étapes qu'on va suivre pour cette vague 2. Et on va le voir dans un instant. Actuellement, on est à cette phase pré-publication des textes. Et donc, on veut s'assurer que ces textes soient les plus pertinents. Donc, 43 solutions qui ont permis, Mme Laurin, Anne, d'atteindre notamment le forfait structure, puisque c'est la prochaine dia, je crois. Et c'est toi. Du coup, t'as repris ton souffle? Oui, ça va. Bonjour à tous. Désolée pour mon petit retard. Du coup, comme il y a apparemment un petit peu de retard déjà, je vais aller assez vite. Ouais, c'est vraiment je dirais un succès, en tout cas, grâce à la mobilisation collective par rapport à l'obtention du forfait structure. Donc ça, c'est plutôt très positif. Et vous voyez qu'au niveau des indicateurs, on est vraiment confortable. Je ne vous fais pas tout le détail, je vous épargne la synthèse de toutes les rémunérations perçues. Mais enfin, voilà, le dispositif, il a fonctionné. Et c'est vraiment l'affaire de tous, puisque vous voyez le chiffre tout là-haut, on est presque à 80 000 médecins qui ont validé du coup l'objectif de disposer d'un logiciel Ségur. Et on voit à quel point c'est important. Je fais une petite digression, mais hier soir, j'étais à Arras avec des adhérents MGEN, en l'occurrence. Donc, on a parlé Mon Espace Santé. Donc, c'est des usagers, des patients, et ça a été assez rigolo. C'est-à-dire que pendant l'intervention dans la salle, j'ai eu plusieurs questions.
Alors, faut le prendre avec le sourire, hein. J'ai eu le droit à... Mais vous ne pouvez pas obliger les professionnels à alimenter mon espace santé. Bon, j'ai répondu, hein, bien sûr, ça m'a fait sourire. Après, j'ai une dame qui m'a dit, moi, je n'ai pas encore activé, mais du coup, je vais trouver des trucs. Alors, je dis oui. Donc, bon, entre-temps, elle a activé pendant la conférence et elle a retrouvé des éléments. Donc, elle a trouvé ça génial. Et autre remarque que j'ai trouvée plutôt sympa, c'est une dame qui m'a dit, moi, je n'ai pas de médecin traitant. Voilà, donc l'assurance maladie, évidemment, œuvre pour y remédier. Et là aussi, c'est vraiment collectif. Et ben, voilà, elle a dit, mon espace santé, c'est pas la solution à tout. On n'est pas en train de dire surtout pas que ça remplace le médecin traitant. Mais comme elle passe du médecin A au médecin B au médecin C, et ben là, elle dit, voilà, docteur, moi, j'ai tout dans mon espace santé. Je peux très bien avoir oublié un volet de l'histoire. Donc, allez dans mon espace santé. Il y a mes documents, il y a mes derniers résultats. On les a pas payés, on les a pas choisis. Je suis arrivée, je connaissais personne. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Du coup, je me suis dit, je vais quand même vous le partager. C'est du réel, du tout frais. Ah, ok, ok. Merci, la régie. Et donc, du coup, là aussi, hein, je vous apprends rien, mais c'est également un succès quant à l'alimentation du VSM. Alors, faut pas évidemment lâcher, hein. On surveille tous aussi, comme le lait sur le feu, les alimentations, notamment celle de VSM. Et évidemment, l'objectif est de ne pas attendre d'être au bout du bout pour, je dirais, toucher les financements, mais vraiment essayer de jouer le jeu et de le faire au fil de l'eau, bien sûr, au fil des besoins, quand ça se justifie et qu'il y a une mise à jour importante à faire pour la prise en charge du patient. Et donc, là aussi, vous avez dû suivre les derniers épisodes. Donc, après le forfait structure, c'est place à la dotation numérique. Donc, vous entendrez DONUM, hein, DONUM, le nouveau petit nom sympathique. Grosso modo, ça reprend quand même, je dirais, les objectifs socles avec le fait qu'on va évidemment inciter les professionnels à s'équiper d'une solution référencée Ségur, notamment. Et puis, évidemment, toujours un volet pour favoriser les usages du DMP en alimentation, l'ordonnance numérique, et puis également assez rapidement les usages de l'application Carte Vitale, hein, qui est déjà déployée dans 23 départements. Donc ça arrive à grands pas. Il faut vous équiper des petits lecteurs de code qui vont vous permettre de lire et le QR code de l'application Carte Vitale et celui de l'ordonnance numérique. Donc voilà, multi-usage. Et cette application Carte Vitale, elle véhicule l'INS qualifié. Donc là, normalement, vous me suivez. J'ai dit ça, normalement, adhésion 100%. Ça suffit, hein. Et puis, bien sûr, les usages de la messagerie de mon espace santé. Voilà, on a besoin que ça décolle, on a besoin de travailler sur ces usages-là, mais voilà, la team est là aussi hyper mobilisée. Donc, je suis sûre qu'on en reparlera dans les prochaines semaines, prochains mois. Top, rapide, efficace. Merci Anne. Et du coup, on va enchaîner sur Sentinelle. Et cette démarche, hein, qu'on a mise en œuvre quand on a eu les premiers retours en janvier 23 sur le fait que les premières installations se faisaient, on voyait que l'alimentation ne se passait pas au départ exactement comme on l'imaginait. On voyait aussi qu'on avait des premiers retours des confrères qui disaient parfois ça raccroche un petit peu, et donc on s'est doté des outils diagnostiques quantitatifs, qualitatifs, à travers des mots, des visites terrain, des tickets sur le site de l'Agence du numérique en santé, des questionnaires qu'on a fait, des enquêtes de satisfaction pour justement comprendre ce qui marchait pas et ce qui mettait en difficulté. Donc, on a toujours ces outils diagnostiques qui sont en place, hein, les DNS qui continuent à aller sur le terrain, les tickets qui continuent à être actifs, on le voit tous quotidiennement. On a également signé un partenariat avec 100 000médecins.org, dont on est assez fiers, ça a été annoncé la semaine dernière, donc porté par l'ensemble des représentations syndicales et dont on se dit que c'est un très bon outil pour présenter l'offre logicielle existante aux médecins pour qu'ils puissent s'en emparer parce qu'on veut qu'ils soient au cœur du dispositif. Et donc, on est ravis que ce soit porté par la profession. Et donc, c'est une démarche qu'on soutient. On a également des outils de prévention qu'on a mis en place pour la vague 2. On se dit qu'on aimerait bien, même si c'était une belle aventure, ce Sentinelle collective, on vous remercie à tous d'y avoir participé. On aimerait bien ne pas refaire ça dans les prochains mois. Si on pouvait s'en passer, ce serait bien. Donc, on aura un Zoom dédié. Et puis, sur cet après-midi, on verra sur les différents éléments, sur la qualification de l'INS. Vous avez pu voir dans vos logiciels que normalement, c'est facilité, que
Également, on a mis en place cette procédure d'exception qui permet de ne pas vérifier le document d'identité quand on connaît déjà le patient. Sur le VSM, on s'est dit, mince, pourquoi est-ce que les médecins ne sont pas très contents d'alimenter le VSM alors que c'est le doc clé de la médecine générale? En fait, ils sont contents de l'alimenter, mais ils veulent que ce soit facile et pratique. Donc, on a revu la structuration de ce VSM, on en parlera cet après-midi. Les patients ne connaissaient pas mon espace santé. Sou nous l'a dit, maintenant, ils adhèrent de plus en plus et ça devient massif. On essaie de faire en sorte que les professionnels également s'approprient mon espace santé. Et du coup, merci à tous ceux qui nous ont invités, qui ont fait des formations, des séminaires, du coup, des congrès. Et du coup, tout ça, ça permet d'augmenter la discussion. La fiche cybersécurité, on sait que dans cette période de numérisation intense, c'est aussi un moment d'inquiétude. Et donc, on aura une bonne nouvelle, ce sujet, professeur Ostrich a annoncé tout à l'heure. Merci beaucoup. Et la messagerie sécurisée de santé, alors, je suis désolée, docteur Charbonnel, il y en a plein qui sont encore dans la case des en cours, des pas encore complètement faits, mais work in progress, on détaillera cet après-midi aussi. Sur la dia suivante, on a également des enjeux d'interop autour de la MSS et c'est des discussions presque quotidiennes qu'on a avec certains d'entre vous. Et puis la vague 2 va venir résoudre certains enjeux, notamment d'interop autour de la MSS. On a des enjeux de délégation. On sait que le médecin actuellement est une denrée rare. Il faut qu'il puisse s'appuyer sur ses collaborateurs. Et même si on a des enjeux d'authentification très forts pour sécuriser les accès, on veut aussi que les médecins puissent déléguer ce qui est pertinent à leurs collaborateurs. On a également, donc on a parlé formation et accompagnement. On a également donc le volet de synthèse médicale et l'ordonnance numérique qui va connaître des évolutions non négligeables dans les prochains mois et dans un dernier nouveau cahier des charges que Dr Morvan nous partagera lors de l'atelier tout à l'heure et dont on espère qu'ils vont venir résoudre un certain nombre d'irritants. Donc il y a déjà pas mal d'actions en cours et réalisées, plein d'autres actions à venir et en fait un certain nombre d'éléments qui sont également portés dans la vague 2, dont on est assez confiant sur le fait qu'elle va venir contribuer à résoudre des irritants de la vague 1. Alors, je ne sais pas si tu veux dire un mot de la dia suivante, Sou, et les fondamentaux, c'est un document qui répond à des besoins non négligeables. Non, tu n'as pas envie? Du coup, je t'en prie. Alors, c'est les fondamentaux. On s'est rendu compte qu'on avait énormément de questions, des questions très fondamentales. Est-ce que je peux écrire à un patient ou à un professionnel si je n'ai pas d'INS qualifié? Et tu viens répondre à tout ça. Tout à fait. C'est très beau ce qu'on est en train de faire. Talk show. Oui, l'idée des fondamentaux, ça a été de se dire qu'on répondait souvent à des questions lors d'échanges informels, lors de réunions. Il y a plein de choses qui nous paraissaient assez évidentes dans nos têtes. Et puis on s'est dit que c'était quand même pas très pratique pour vous de réussir à lire dans nos têtes et qu'il valait peut-être mieux les écrire en noir sur blanc. Et donc, on a créé ce document et qu'on a conçu dès le départ comme un document évolutif. Déjà parce qu'on stratégie des petits pas, on l'applique partout. Et donc, il y avait tellement de sujets qu'on s'est dit, on va déjà se concentrer sur ceux où tout le monde est d'accord. Et ensuite, traiter ceux où il y a un peu plus de débat ou un peu plus complexe. Et puis évolutif aussi parce que la situation évolue et que il faut que ce document vive au gré de justement des changements. Heureusement qu'il y a des changements d'ailleurs et qu'on change on améliore des choses. Du coup, c'est un peu un mélange de rappels réglementaires, mais on a essayé de faire en sorte qu'ils soient compréhensibles par tout le monde. En tout cas, moi, j'ai réussi à les comprendre, donc normalement, ça devrait être accessible à tout le monde. On a essayé aussi de redire un peu notre vision sur le produit Mon Espace Santé, parce que Mon Espace Santé a vocation à être, in fine, lorsqu'il ne sera plus un bébé, mais un adulte en pleine possession de tous ses moyens. Essayer d'expliquer aussi, d'ajouter un peu au texte parfois aride juridique pour aller un peu plus loin et donner des préconisations, des bonnes pratiques qu'on a pu observer sur le terrain, qui nous sont remontées du terrain. Et puis, l'idée, c'était aussi d'avoir un seul et même texte pour l'ensemble des couloirs, pour ne pas penser de manière silotée, puisqu'on sait que l'objectif, évidemment, dès qu'on parle partage et échange, c'est forcément qu'il faut que tout le monde soit aligné sur la même vision. Et donc, c'est vraiment un seul document pour les gouverner tous. Non, mais un seul document pour tous les acteurs, tous les couloirs. Donc, on le voit vraiment pour... on l'imagine aussi bien pour des DSI, des éditeurs, évidemment des professionnels de santé, toute personne qui s'intéressera en fait au sujet.
Et je dis à moitié en plaisantant, mais c'est vrai que je l'ai testé sur mon petit frère de 20 ans qui n'a rien à voir avec la santé et qui l'a compris. Donc, ça a été un peu mon test final. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à aller le voir. On l'a mis en ligne parce qu'on s'est dit qu'il était quand même assez riche. Et donc, il a l'avantage d'être sur Slide, qui a un moteur de recherche assez performant avec de l'IA. Et donc, on s'est dit que c'était plus simple. Et par ailleurs, on a mis un endroit, vous le voyez, il y a le lien ici, mais de toute façon, il est également sur le document. Si jamais vous souhaitez faire des retours, alors que ce soit des corrections que vous voyez ou des choses qui vous semblent pas claires, et puis des demandes d'ajout, on a déjà toute une liste de sujets à traiter très intéressante. Et donc, on se penche maintenant sur le sujet. Et donc, on travaille avec nos collègues de l'ANS et évidemment de la science maladie et la CNSA pour essayer d'expliciter un peu toutes ces zones parfois un peu floues, y compris honnêtement de temps en temps entre nous, où ce qu'il y a dans ma tête n'est pas toujours ce qu'il y a dans celle de Sandra. En tout cas, pas au mot près. Puis comme c'est un peu copieux, on en a fait une déclinaison en synthèse et on va le faire en persona. Ah, je sais pas, docteur Lemestre, on est un peu, je me fais engueuler, on est un peu à la bourre. Hein. Hyper bref. Hyper bref. Je crois que c'est très important ce type de document et pour les établissements, j'allais dire. L'invisibilisation, c'est quelque chose d'essentiel parce que l'alimentation massive, sans retenir les documents, parce que les gens le consultent maintenant, vous l'avez bien dit, ça sonne dans leur poche, ils vont regarder ce qu'il y a dedans. Et je l'avais signalé la dernière fois, c'est un petit problème. Et deuxième remarque, je reçois maintenant des courriers d'établissements qui me disent qu'un compte-rendu a été déposé dans mon espace santé, point barre. Alors, je vois le circuit, hein, c'est de l'ANAPAT reçu par un spécialiste qui, c'est compliqué pour lui de me l'envoyer en messager sécurité de santé. Mais moi, qu'est-ce que j'en fais de ce papier Vous avez 1000 fois raison. Et du coup, c'est vrai qu'on s'y perd dans tous les outils et dire non, mon espace santé, c'est pour la coordination, mais on envoie au prescripteur systématiquement et la copie au médecin traitant des documents, ça nous paraît absolument essentiel. Donc encore un peu de boulot sur les fondamentaux, la déclinaison en persona, parce que là, vous allez voir, c'est un peu dense, c'est copieux, mais bon, c'est en même temps une belle lecture. Hein, donc. Alors, concernant la VEC 2, on vous a déjà un peu spoilé tout ce contenu de la VEC 2, mais dans lequel on va passer la journée à rentrer un peu plus dans le détail. On va surtout rentrer dans le détail des fonctionnalités autour de la consultation essentiellement. Donc, c'est savoir sans clic que le patient dispose de mon espace santé et si on a un accès qui est autorisé, savoir sans clic, du coup, les documents qui y sont présents. Si un document nous intéresse, de pouvoir le récupérer facilement dans notre logiciel. Et puis, on l'a évoqué, dans maintenant les comptes rendus, il va y avoir un lien vers les images et ça va nous changer la vie en tant que clinicien. On va avoir directement accès aux images de nos patients. L'intégration MSS était déjà assez poussée en vague 1 en médecine de ville. On va encore l'améliorer, on l'espère, en vague 2, si vous en êtes d'accord, quand vous nous direz cet après-midi. On a un enjeu également technique d'interopérabilité des messageries. Vous savez que ce n'est pas une MSS, c'est plein de MSS et parfois, elles ne sont pas toutes faciles à connecter à votre logiciel parce qu'elles ont des tuyaux différents. Là, on va mettre un tuyau unique pour les connecter. Et puis, on l'a évoqué, un certain nombre d'usages de la vague 1 qui vont être fluidifiés dans la vague 2, autour de l'INS, autour de l'alimentation de mon espace santé, sur l'actualisation des documents et la délégation au secrétariat. Donc, Vincent, cette vague 2 qui va se lancer, bon, tu veux le prendre ? Merci, bonjour à toutes et à tous. Quelques mots très rapides puisqu'on est vraiment en retard, juste un peu d'esprit et de philosophie et sur la suite des travaux sur la VEC 2 pour le lancement. D'abord des éléments de calendrier, des éléments de calendrier. On y reviendra un petit peu plus tard sur la définition, mais on est vraiment au milieu du chemin, mais on est vraiment à quelques encablures de la publication, de la pré-publication, c'est-à-dire vraiment du lancement officiel de SAVEC 2. Ça concerne, dans un premier temps, les éditeurs de logiciels. Pour les professionnels de santé, il faut encore attendre un petit peu, mais on vous mobilise aujourd'hui pour vraiment construire avec vous ce que l'on va mettre dans le cahier des charges, que l'on va confier aux éditeurs, d'où l'esprit. Si on avance un petit peu sur la diapo d'après, sur dire qu'on est dans cette entre-deux vagues,
pour tout le monde et tout autour de vous aussi. Donc, il faut entretenir un peu la flamme de la vague 1, la flamme qui a chauffé un peu, mais qui doit aussi la flamme de l'enthousiasme. Rester mobilisé. On a fait en vague 1, on vous l'a dit, le socle, l'infrastructure, on alimente en masse. Les questions que vous avez posées jusqu'à présent interrogent sur une approche plus qualitative, comment on apporte un peu plus de valeur à la fois aux PS, à la fois aux usagers. Et c'est ce qu'on va adresser avec la focalisation de la vague 2, et il faut rester vraiment focalisé sur cet accès à la consultation, j'y reviens pas dessus. On va apprendre de la vague 1 avec cette idée d'anticiper au mieux ce qu'on découvrait collectivement en vague 1, notamment en matière de déploiement, notamment en matière de qualité des développements et de comment on va gérer un petit peu cette phase. J'y reviens juste après en quelques mots. On a un enjeu notamment avec le réseau des caisses primaires d'assurance maladie, avec l'assurance maladie au niveau national, avec le réseau territorial de l'ANS et bien sûr les ARS, les grades, d'accompagner au changement, d'accompagner sur le terrain tous les professionnels de santé et les ES à adapter à s'approprier ces nouveaux changements, ces nouveaux usages. On va avoir, et je terminerai là-dessus, deux changements de masse devant nous sur les 24 prochains mois. D'une part, l'assiette de professionnels d'établissements qui vont se mettre à utiliser ces nouveaux usages. La MSS d'un côté, la consultation du MP va énormément grandir. C'est-à-dire qu'on va avoir tous les paramètres, les infirmiers, les sages-femmes qui vont s'équiper, et on sent qu'ils ont une appétence et on sent que ça va accélérer tout ce flux. Et de l'autre côté, on a tout un tas d'usages compressants qui vont découler de la consultation, qui vont découler de la massification de la consultation et qui vont induire des changements organisationnels, des changements dans les pratiques métiers, dans la façon dont on communique dans le cercle de soins, etc. On ne peut pas tout prévoir. On ne peut pas tout prévoir, c'est sûr. Donc, on va se concentrer sur réussir la consultation. On va se concentrer avec l'équipe usage aussi à essayer d'identifier, de voir venir le maximum. Bien évidemment, on aura plein de découvertes et on les travaillera ensemble dans ce genre de format. Et puis ensuite, pour finir, je ne sais pas s'il faut beaucoup parler sur la diapo d'après. Vas-y. Merci. On a parlé de la co-construction, ça restera l'esprit, l'accompagnement des éditeurs. Là aussi, on va améliorer le parcours, on a amélioré le parcours référencement pour accompagner les éditeurs au mieux dans leurs étapes de parcours. Je n'y reviens pas dessus parce que c'est comment on améliore l'instruction des preuves, etc. C'est peut-être pas forcément la focale de ce matin. Également le déploiement, j'en ai parlé. Et on va introduire aussi, ça va aussi en élément d'assurance et de réassurance pour les professionnels de santé, une mesure de la qualité des logiciels qui sortent du référencement un peu plus forte, et pour justement essayer de limiter un peu ce qu'on a connu un peu en vague 1 avec des déploiements qui se font, mais avec des logiciels ou des versions qui n'étaient pas complètement stables ou suffisamment stables. Donc voilà, quelques mots sur ce qu'on pouvait dire sur ce lancement de la vague 2, mais la suite. Du coup, même si on a adoré l'expérience Sentinelle, hein, si on peut faire en sorte que ça ne soit pas le cas en vague 2, ce serait top. Et donc, beaucoup de médecins nous avaient dit on ne veut pas être bêta-testeur des solutions. Donc là, il y aura des bêta-testeurs officiels. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour lancer cette vague 2 ? S'assurer que ce qu'on a imaginé ensemble ces derniers mois en termes d'exigences et de fonctionnalités soit pertinent. C'est l'objet de nos travaux aujourd'hui. Et donc là, on a beaucoup parlé cette première heure, mais on aimerait vous donner la parole le reste de la journée. Donc, s'assurer que les fonctionnalités soient pertinentes, s'assurer que les documents qu'on veut envoyer à Mon Espace Santé soient pertinents. On a quelques travaux techniques et notamment autour du compte-rendu bio. Merci beaucoup à ceux d'entre vous qui y participent. Il faut qu'on finalise encore les derniers réglages sur ce point. On attend encore la nouvelle version du carnet de santé de l'enfant, parce que, donc, je vous spoil pour cet après, mais on veut embarquer le carnet de santé dans la vague 2, le carnet de santé dans la vague 2, et donc il y a des nouveaux examens qui arrivent, des certificats adaptés. Donc, on attend ces nouvelles versions sur lesquelles travaillent d'autres collègues du ministère. ProSanté Connect.
beaucoup de professionnels trouvent que la ICPS, c'est vraiment super, sauf que actuellement, ça ne donne pas accès aux téléservices. Et donc, c'est une frustration. Je me connecte avec mon logiciel, avec ma ICPS en vague 1, mais par contre, derrière, je n'ai pas accès au DMP, à l'ordonnance numérique et aux autres services. Donc là, il y a des gros travaux qui sont en cours, un référentiel qui vient d'être mis en concertation il y a quelques jours pour les éditeurs, pour qu'ils nous fassent leur retour sur la faisabilité technique de nous, ce qu'on propose. Les services de l'Agence du numérique en santé, de l'ACNAM, ont travaillé d'arrache-près à proposer ce référentiel, à imaginer comment on peut ouvrir un nouvel accès en ICPS. C'est la porte d'entrée, mais au téléservice de l'assurance maladie. Nous, on pense que pour les usages, ce sera hyper important, donc on voulait à tout prix l'embarquer dans la vague 2. Des enjeux également de sécurité informatique et donc un test d'intrusion dont on est en train de préciser les modalités avec des interviews éditeurs. Et puis, ça concerne moins les professionnels, mais on aura des négos à faire avec les éditeurs, c'est-à-dire que nous, on dit « Ah, ce serait génial qu'on embarque tout ça », puis après, ils nous disent « Ah bon, très bien, on va vous le faire, mais du coup, il nous faut tant de temps et tant de prix. » Puis on dit « Ah ouais, mais quand même. » Donc, voilà. Donc, et aujourd'hui, on va discuter un peu de tout ça, se dire ça nous paraît clé et ça va nous donner des billes pour dire ça c'est vraiment important, ça il faut à tout prix qu'on arrive à l'embarquer dans cette vague 2 versus cette fonctionnalité cliniquement elle me paraît pas totalement indispensable, donc s'il y a de la négo à faire, ce sera peut-être plus sur celle-ci. Et donc, dans les ateliers de cet après-midi, on a un peu choisi, nous, côté pouvoir public, ce qui nous paraissait l'indispensable, mais également ce qui nous paraissait être plus dépendant de l'avis des professionnels et de la pertinence qu'ils donnent à ces fonctionnalités. Donc ça, c'est un schéma que connaissent bien les éditeurs, qui décrit un peu toutes les phases administratives, mais qui donne aussi le calendrier qui rythme de développement d'une vague. Alors, ce calendrier, vous l'avez compris, fait partie de la négociation. Donc, actuellement, c'est un calendrier indicatif qui est un peu ce qu'on a posé sur la table, mais il faudra qu'on en discute collectivement avec vos éditeurs dans les prochains mois, une fois qu'on aura défini le périmètre technique, ce qu'on va aider à faire aujourd'hui. On discute de tout ça, mais donc, pour vous donner un ordre d'idée, tout ça, c'est assez long. Donc là, si on publie comme on l'a déjà prévu à la fin de l'année, les textes réglementaires, le temps que les éditeurs fassent les développements, déposent leurs preuves auprès de l'ANS, ça prendra vraisemblablement toute l'année 25. Ils commenceront à pouvoir aller chercher des bons de commande auprès des professionnels en 25 et jusqu'à la moitié de 26 à peu près. Et puis, donc, en fait, ça nous fait une mise en œuvre chez les professionnels toute fin 25, voire 26. Alors, je vois des professionnels qui disent déjà « Oh, ça va être chaud », des éditeurs qui disent « Ouais, ça va falloir aller vite ». Donc, évidemment, il faudra qu'on discute de tout ça. Mais c'est à titre indicatif. C'est vrai que tout ça est un peu prospectif pour les médecins. On discute aujourd'hui de fonctionnalités qu'on espère voir arriver progressivement, mais on sait qu'il y a un temps de développement qui est évidemment incompressible. Et en même temps, on veut que les éditeurs fassent les choses bien. Donc, il faudra leur laisser le temps de faire les choses avec la qualité attendue. Et enfin, la dernière diapositive qui reprenait un petit peu l'échelonnement des différents couloirs de la vague 2. Donc là, l'hôpital a été publié il y a une quinzaine de jours maintenant. Les travaux sont donc en train de se lancer chez les éditeurs de l'hôpital. Derrière, il va y avoir l'imagerie avec cette nouvelle Dreambox qui arrive, la biologie qui est également en train de finaliser ses travaux, la médecine de ville où on voit qu'on a encore des petites choses à faire. Derrière, on va être suivi par les pharmaciens, un peu derrière encore par les sages-femmes et les paramèdes, les chirurgiens dentistes ont d'autres travaux à faire avec l'assurance maladie autour du tiers payant, donc ils arriveront vraisemblablement en dernier. Entre-temps, du coup, les éditeurs sont déjà en train de bosser sur ce que j'évoquais, la ICPS pour l'accès aux téléservices. Donc, même si tout ça est échelonné, on voit qu'on ne va pas s'ennuyer. Je crois qu'on a dépassé le temps déjà, mettre du temps. Mais donc, maintenant, on a besoin de vous pour bosser. Parce qu'évidemment, on vous a fait venir parfois de très loin et donc pour vous faire travailler. Donc, on va vous proposer des ateliers. Je ne sais pas si on a prévu de remettre le planning des ateliers. Donc là, on va enchaîner rapidement sur un atelier DMP ordonnance numérique. Mais avant, question du docteur Charbonnel. C'est cet après-midi à 15h. C'est dans les documents alimentés la vague 2. Ce sera un document N3. Mais absolument, la vaccination y est à 1000%. Donc là, on va... Est-ce que dans la roadmap, on a prévu une vague 3, une vague 4 et un tsunami? Le temps nous le dira.
Actuellement, les montants du Ségur sont tous engagés sur les différents dispositifs enclenchés. Il y en a des dispositifs très ambitieux sur la cybersécurité à l'hôpital, sur l'équipement du médico-social au sens large qui avait un énorme retard. Donc actuellement, les sous sont engagés, donc il n'y a pas de réponse claire à vous donner aujourd'hui. Les choses vont se construire au fur et à mesure, mais on sait que clairement le numérique en santé est un sujet d'avenir sur lequel il y a des ambitions politiques fortes. Donc, concernant ces ateliers, les ateliers, on va se séparer en 2 groupes, si vous en êtes d'accord. On est actuellement répartis entre professionnels, médecins, pouvoir public, éditeurs. On vous propose soit de rester dans cette salle, soit d'aller dans la pièce à côté, la grande place. Et pour attaquer le premier sujet de l'atelier, qui sera vous présenter les fonctionnalités prévues autour de l'alimentation de mon espace santé, de la consultation de mon espace santé et de l'ordonnance numérique. Après, un deuxième atelier INS, et après, on mange, c'est ça? Il n'y a que 20 places. Donc, Clémentine, tu as droit à 20 personnes, du coup. Et on va rester ici. Déjà, je pense que pour la visio, on peut couper. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé en distanciel. Et on va passer sur la partie atelier. Donc oui, pour la